Question de Sophie Mazière. Pour Béatrice Guillon, mais il me semble que Audrey Serriès, cette question peut vous convenir également parce que vous nous avez dit que vous accompagnez les TPE-PME Oui. Qui n'ont parfois pas de préventeur. Alors comment est-ce qu'on accompagne et on sensibilise les TPE-PME qui justement n'ont pas de préventeur? Comment on s'y prend? J'ai envie de dire en fait qu'on s'y prend un petit peu de la même manière que les entreprises qui ont un préventeur, mais on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Voilà. On a des outils en fait qui sont plus adaptés aux TPE, PME, quand on va dans l'entreprise, voilà, on fait le tour de l'entreprise, on évalue aussi avec elle voilà, la manière dont ils sont organisés, les équipes, comment ils font leur travail, on observe et on peut aller les accompagner justement sur la prise en main d'outils ou sur des formations qui peuvent être mises en œuvre. Après, il n'y a pas forcément de préventeur, mais il y a d'autres salariés qui peuvent aussi peut-être avoir une appétence en prévention et du coup assurer aussi quelques missions en montant en compétences, bien entendu, à la suite de formation, mais pouvoir assurer des missions aussi dans l'entreprise sur la prévention des risques. Audrey Serriès. Du coup, nous, les TPE, c'est quand même 80% de nos adhérents. Donc, c'est quand même, nous, on accompagne principalement des TPE, PME. On les accompagne quand même. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il n'y a très souvent, il n'y a pas de salariés désignés compétents. C'est important dans l'entreprise qu'on ait cet acteur de relais. Souvent, c'est l'employeur. Sans parler de préventeur, un salarié désigné compétent. Nous, c'est vrai que c'est un peu une difficulté des fois parce qu'on n'a pas de relais. Donc, c'est souvent l'employeur qui prend, mais l'employeur, il n'a pas le temps. Donc, ça, c'est un peu compliqué. On accompagne tout type d'entreprise. On peut accompagner à partir d'un salarié. Donc, c'est vraiment même les toutes petites. Je pense que la priorité pour nous, pour les TPE, c'est le document unique. Effectivement, on accompagne via des ateliers où on va les accompagner à réaliser leur document unique. C'est vrai qu'il y a une partie des entreprises qui n'ont pas encore de document unique. Donc, ça reste, nous, notre premier axe, c'est ça, en fait, le document unique. Et donc, via la fiche d'entreprise. Après, on a des outils pour les TPE, par exemple, chez nous, dans notre SPSTI, notre fiche d'entreprise est interconnectée avec un logiciel, mon document unique, qui permet de rendre interopérable, en fait. Et donc, du coup, on envoie des données dans le document unique et l'entreprise peut nous envoyer des données. Donc, ça permet, en fait, d'avoir du lien, en fait, avec ces petites entreprises qui n'ont pas forcément d'acteurs en interne. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans l'entreprise, il peut y avoir une confusion. On a vu qu'il y avait 3 moments où vous intervenez. Avant l'accident du travail, c'est la partie que c'est votre mission, à court terme ou à moyen terme. Quand vous arrivez dans l'entreprise avant l'accident du travail, on peut imaginer, peut-être que je me trompe, que vous arrivez pour contrôler. Oui. C'est pas le cas? Oui, parce qu'en plus, les TPE, PME voient pas forcément beaucoup d'acteurs. Ouais. Donc du coup, oui, on est un des premiers acteurs qui vont voir et des fois, ils ont l'impression qu'on est là pour contrôler alors qu'on n'est pas, on a vraiment un rôle de conseil, on n'a pas d'action coercitive en fait. Comment est-ce que vous décririez votre posture quand vous arrivez dans l'entreprise? Je ne sais pas si on peut parler de posture, mais... L'idée, c'est d'être neutre. En fait, on doit conseiller l'employeur, le salarié et tout ce qui est représentant du personnel. Après, l'idée, c'est neutre, ce qui met neutre, c'est surtout, en fait, on est là pour la santé. Et pas de jugement. On n'est pas là pour se positionner, on est là pour la santé et pour éviter l'altération de la santé des personnes au travail. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas de casquette coercitive. C'est bien de le dire, c'est bien de l'entendre. Comment est-ce que vous travaillez tous ensemble? On a vu que, au sein du service, avec les différentes compétences, vous travaillez, au sein de l'entreprise également. Est-ce que les CARSAT travaillent avec les services de santé au travail, avec le préventeur de l'entreprise? Comment ça se passe entre vous, Mme Guillon? Eh bien oui, on travaille ensemble, effectivement. On a parlé du CSE, par exemple, ou de la CSSCT. C'est un lieu, en fait, où on se retrouve aussi de manière privilégiée avec les acteurs de l'entreprise, avec, du coup... une personne du service de prévention santé au travail. Souvent, c'est le médecin du travail qui y participe.
Et dès lors, en fait, on rencontre des difficultés dans une entreprise ou que l'entreprise rencontre des difficultés, on peut être amené à collaborer justement avec le service de santé au travail sur, par exemple, un groupe de travail pour identifier un petit peu les risques et puis mettre en œuvre des mesures de prévention, enfin définir des mesures de prévention que l'entreprise doit mettre en œuvre en fonction des thématiques. Donc ça peut arriver en fait, après c'est très dépendant aussi dans les régions hein, et puis des relations interpersonnelles, hein, mais effectivement ça nous est déjà arrivé, nous en CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, de travailler en collaboration avec le service de santé au travail, toujours au profit de l'entreprise, hein, pour l'accompagner au mieux dans la prévention des risques. Béatrice Guillon, vous avez parlé durant votre présentation d'aide financière, je l'ai noté. Alors, quelles aides financières peuvent être proposées aux entreprises? Alors, on a différents dispositifs d'aide financière, elles sont de 3 types. Sans rentrer dans le détail, on a des contrats de prévention. En fait, là, on va accompagner les entreprises dans un projet de prévention global, à la fois sur de l'investissement dans des équipements, sur de la formation, de la montée en compétences en santé et sécurité au travail, sur par exemple des prestations comme des diagnostics. Donc là, c'est sur des entreprises en fait jusqu'à 199 salariés. Donc là, on accompagne financièrement sur un projet global de prévention. On a également des dispositifs de subvention prévention qui là sont à destination des entreprises de 1 à 49 salariés et qui vont être plus orientés sur des équipements techniques. On a par exemple sur la subvention prévention des chutes, on parlait des chutes hein, tout à l'heure, on a une subvention prévention pour prévenir des chutes de plein pied, des chutes de hauteur. Donc là on va financer une liste d'équipements bien entendu sur la base d'un cahier des charges hein, qui est défini par le réseau de l'assurance maladie risque professionnel pour aider les entreprises financièrement à s'équiper. Et puis on a un troisième dispositif, c'est celui que j'ai évoqué, c'est les subventions de prévention des risques ergonomiques. Donc celle-ci, elle a été créée spécifiquement pour prévenir les risques dits ergonomiques, hein, à savoir tout ce qui est vibration, manutention manuelle de charge et puis posture pénible. Et là, on va pouvoir accompagner l'entreprise de toute taille pour à la fois soit s'équiper de matériel, donc financer des actions de prévention, soit l'achat d'investissement, soit encore une fois sur des prestations de diagnostic ou de formation. On va pouvoir également l'accompagner sur des actions de sensibilisation sur les facteurs de risque liés à l'ergonomie. On va pouvoir également, vous parliez d'aménagement de postes de travail tout à l'heure, on va pouvoir aussi les accompagner financièrement sur l'aménagement d'un poste de travail dans le cadre du maintien dans l'emploi, hein, dans le cadre de la désinsertion professionnelle. Et puis, un dernier volet, c'est de pouvoir les accompagner aussi sur le salaire de préventeur. Voilà, parce qu'effectivement, le préventeur est aussi un acteur pivot dans l'entreprise hein, et du coup, on peut participer financièrement de manière forfaitaire aux frais d'un préventeur en fait, dans l'entreprise. Alors, il y a une personne dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, c'est Pierre Fell de l'assurance maladie ce matin. Première partie, vous retrouverez sa présentation si vous n'y avez pas assisté dans la première partie de cette matinée, qui m'a demandé de vous poser cette question. Il m'a dit, il y a la question du témoin. Alors souvent, dans la survenue d'un accident grave ou mortel, vous l'avez évoqué dans cet accident de camion, par exemple, de chauffeur poids lourd, mais cela peut être sur le lieu de l'entreprise, un accident mortel, un suicide. Le témoin qui est choqué, est-ce que lui est une victime d'accident du travail? Est-ce qu'il faut déclarer l'accident? Ah, je vois que le oui est collégial. C'est forcément une victime collatérale. On n'y pense pas forcément. Non, c'est vrai, certaines entreprises n'y pensent pas, d'autres y pensent, hein, bien heureusement. Mais effectivement, c'est une victime dite collatérale, puisque elle a vu en fait hein, l'événement, donc elle est forcément choquée psychologiquement. Et effectivement, là, il est important de faire une déclaration d'accident du travail pour accompagner cette personne. Mais au-delà de la déclaration de l'accident de travail, c'est aussi de mettre en place une cellule de soutien psychologique au sein de l'entreprise. C'est primordial. Pour justement accompagner voilà, les entreprises et les salariés hein, sur comment vivre en fait hein, ce choc, tout ce qui est post-traumatique, cette charge. Oui. La partie post-traumatique, elle est importante. Après, c'est effectivement là, un psychologue pourra faire ce travail-là avec les salariés, parce que c'est vrai qu'on va souvent s'occuper de la victime, mais c'est vrai qu'il y a des gens autour, je sais pas. Nous, on a eu des accidents, une personne s'était coupé le bras et à tous les collègues autour, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Donc la déclaration doit avoir lieu. On l'a déjà dit ce matin, mais finalement, le chef d'entreprise ne doit pas se poser la question de est-ce un accident du travail ou pas. Non. Il déclare.
Non, systématiquement, l'employeur doit déclarer tout sinistre qui arrive dans son établissement, quel qu'il soit, sans se poser la question, effectivement, pour reprendre vos termes. Après, il n'y a pas d'inquiétude, en fait, parce que le coût ne sera imputé à l'entreprise, en fait, seulement si, après, le salarié a été, a fait s'il a un certificat médical, voilà, excusez-moi, s'il s'est déplacé en fait chez son médecin traitant pour justement avoir un arrêt. Et du coup, en fait, il faut absolument, dans tous les cas, il y a 2 pièces dont on a besoin, que la caisse primaire d'assurance maladie a besoin. C'est la DAT, la déclaration d'accident du travail, et le certificat médical individuel. S'il n'y a pas de certificat médical individuel, il n'y aura pas de coût imputé à l'entreprise, même s'il a fait sa déclaration d'accident du travail. Donc on ne se pose pas la question, pour conclure, on ne se pose pas la question, on déclare tout sinistre, tout accident. Et même dans le cadre de ce qu'on a appelé ce matin, lors des premières présentations, l'événement bénin, l'accident bénin, oui. C'est-à-dire qui n'engendre pas de visite chez le médecin, d'intervention médicale, finalement il n'y a pas de coût. Non, il n'y a pas de coût qui sera imputé, mais on le déclare. On fait une déclaration d'accident du travail, le CERFA qui va bien, on déclare tout. Là, dans le cas aussi où on a les salariés qui sont autour, là, il y a une victime et il y a des témoins, tout ce qui est post-traumatique, l'employeur, il est censé assurer la sécurité physique et mentale des salariés. Et donc, du coup, c'est pas que s'il y a eu un choc et un traumatisme, la partie mentale, là, on y est totalement, en fait. Il faut qu'ils mettent des choses en place, en fait, pour ces salariés aussi. Julie Driano, on comprend que le rôle du préventeur d'entreprise est essentiel parce que dans l'analyse ultérieure des causes de l'accident du travail, on va revenir à, comment est-ce qu'on peut appeler ça, l'étape de recueil des premières informations. Est-ce qu'il y a une façon optimale de le faire ? Alors, ce recueil d'informations, en fait, il doit surtout ne pas arriver trop tard, en fait, suite à la survenue d'un accident du travail. Alors, je disais que parfois, effectivement, le préventeur est informé un peu plus tard, ça arrive aussi. Il ne faut pas qu'il arrive trop tard parce qu'en fait, il peut y avoir à ce moment-là de la perte, en fait, d'informations, voire de la transformation, on va dire, aussi des informations. On peut oublier, les choses peuvent changer. Quand on se rend sur le lieu de l'accident, c'est pareil, on peut avoir une évolution. Ça peut être le cas, par exemple, sur des chantiers, où ça va évoluer très vite, où on a de la coactivité, et à ce moment-là, effectivement, si on s'y rend trop tard, ça y est, la situation est déjà plus la même. Donc c'est vraiment déjà de ne pas intervenir trop tard. Après, je pense que ce qui est essentiel, et on le voit dans l'étude, en fait, il y a quand même souvent l'utilisation d'un support d'aide au recueil qui va permettre de guider en fait les questionnements pour essayer quand même, on a parlé de l'autonomie, on a parlé des différentes dimensions, mais de ne pas oublier ces dimensions et de surtout, je pense, ne pas oublier l'organisation du travail qui est souvent un petit peu mis de côté dans le recueil des informations. Donc il existe des guides, la CARSAT en fournit, l'INRS en a produit un dans sa brochure méthodologique, et ça permet aussi de figer en fait ces premières informations, ce premier recueil, quitte à y revenir, parce que cette étape de recueil, il faut savoir que bien sûr, on peut y revenir, on peut continuer à alimenter ce recueil-là au moment où on fait l'analyse. Donc voilà, je dirais pas trop tard et essayer de bien guider au moyen quand même d'un support. Et puis une étape à ne pas oublier, c'est l'étape de retour d'expérience. Oui. Concrètement, comment ça se passe ? Alors ce retour d'expérience, oui, il est compliqué à mettre en place. Alors je pense qu'il faut distinguer peut-être 2 choses. On s'aperçoit, en tout cas moi je me suis aperçue via l'étude que l'information sur la communication, on va dire suite à l'accident, globalement elle est faite, elle a lieu en fait. Les salariés sont informés qu'il y a eu un accident dans leur entreprise. Après, là, peut-être où il y a une difficulté, c'est vraiment ce qu'on appelle effectivement le retour d'expérience qui vise plus, lui, un apprentissage, en fait, une compréhension. Donc, on va aller plus loin. On n'informe pas juste des faits et des mesures qu'on met en place. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour éviter un nouvel accident. Et ça nécessite quand même une démarche participative. Ça ne peut pas être fait seul, quoi. Donc, cette étape de retour d'expérience, elle est importante, mais elle nécessite, en effet, de mettre en place quand même une démarche aussi qui a lieu suite à l'analyse pour vraiment apprendre. En fait. Merci beaucoup, Madame Driano.